Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Anis Benjeloul. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté de monter sur le ring. Ouais, j'ai vu que vous avez... Les gants. Anis Benjeloul, je rappelle, vice-président de la FNPI, oui, la Fédération nationale de la promotion immobilière. Oui. 3 rounds thématiques avec vous pour ce ring. Premier round vers une refonte de la politique du logement au surlendemain du séisme qui a frappé Marrakech et sa région. Deuxième round, territoires ruraux, quelle offre habitat possible au niveau rural. Et ensuite, troisième round, indemnité post-séisme, ce qui a été annoncé par le chef de gouvernement en début de semaine, un effet de levier pour le secteur immobilier, avec un point d'interrogation, parce qu'on nous dit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le secteur immobilier est en grosse difficulté, voire en crise. Premier round vers une refonte de la politique du logement au surlendemain de ce séisme tremblement de terre qui a frappé Marrakech. Est-ce qu'il faut, selon vous, mettre tout à plat la politique, la stratégie en matière de logement et d'habitat? Alors, première des choses, on tient, disons, à se recueillir par rapport aux défunts qui ont été victimes de ce séisme, cette catastrophe d'ampleur majeure qui a frappé notre pays. Et on tient également à souhaiter un bon rétablissement pour les personnes qui ont été blessées. Un constat. Le constat est le suivant, c'est qu'il y a une résilience des villes. Ça, c'est une chose qui est très importante à noter. C'est-à-dire Marrakech intramuros? C'est ça que tu es en train de dire? C'est-à-dire les grandes villes marocaines ont plus ou moins résisté à ce séisme. Ça aurait pu être, dans notre malheur, vraiment ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça. Pourquoi? D'après les modestes connaissances que j'ai, c'est que la poussée donc, du séisme a été à majorité verticale et non horizontale. Ça aurait été horizontal, le problème aurait pris une autre ampleur. Certains considèrent que si l'épicentre avait été beaucoup plus près des villes et part, de la ville de Marrakech... Mais également la poussée. Oui. La poussée a eu une majorité verticale. C'est-à-dire que les bâtiments se sont levés et sont retournés sur eux-mêmes. Mais une poussée horizontale, ça aurait déstabilisé beaucoup de bâtiments. Donc ça a tenu, les logements et les bâtiments ont tenu à Marrakech, non pas parce qu'ils sont construits avec des matériaux et des normes parasismiques, c'est essentiellement parce que l'épicentre était plus éloigné. D'autre part, effectivement, les constructions se font selon la norme RPS 2000 et il y a eu des normes antisismiques qui ont été faites et on ne peut que se féliciter du fait que les bâtiments ont tenu. Ça, c'est une chose qui est très importante. Dans le monde urbain. Dans le monde rural, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que les constructions ne sont pas faites de la même manière. Parce que c'est essentiellement de l'habitat qui a été fait en terre cuite. Donc c'est un habitat qui est beaucoup plus, disons, construit de manière beaucoup plus primaire et précaire. Et là, la moindre secousse a malheureusement opéré ce tremblement de terre qui a frappé violemment la province de House et de nombreux villageois et de villages de montagne, vous dites-vous, c'est les conséquences de la construction précaire, entre autres. Oui. Et c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, et ça il faut le dire, et ça fait un moment qu'on le dit, que les constructions dans le monde rural, essentiellement dans les douars, sont faites dans des conditions qui sont déplorables. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de moyens, et qui vivotent, et qui font ce qu'ils peuvent. Toutes ces constructions n'ont obéi à aucune règle, à aucune norme. Est-ce que c'est dans les douars, comment vous allez construire? Vous n'avez pas les moyens, donc vous construisez comme vous pouvez. Donc il n'y a pas les normes, il n'y a pas d'études sismiques, il n'y a pas de normes, disons, de la structure du bâtiment qui ont été posées, etc. Donc il est temps de revoir ça. Il est vraiment temps de revoir ça. Est-ce que là, il y a des responsabilités en la matière? Quand on a aujourd'hui des milliers d'habitations... C'est à l'État de voir ça. Il ne faut pas avoir de langue de bois, mais il faut le dire, c'est que le monde rural a été délaissé pendant une longue période. Lorsque le président voulait faire agir sur un propos du président du Conseil d'ordre des architectes, Cheikh Blabla, qui dit voilà, il faut surtout arrêter dorénavant tout ce qui est autorisation complaisante. Fin de citation. Ce n'est pas une question d'autorisation complaisante. Il faut se rendre compte que ces populations-là ont des revenus qui sont très faibles. Et ils construisent en fonction de leurs revenus. Je pense qu'il est du devoir de l'État d'avoir une approche régionale par rapport à tout ce monde rural-là, de voir ces douars, comment est-ce qu'ils ont été construits, quelle est la manière de vie de ces populations-là, et d'essayer d'améliorer leur cadre de vie. On ne peut pas les laisser, disons, affronter leur destin par eux-mêmes. Donc l'État doit avoir un rôle, et quelle a été la responsabilité des dirigeants par rapport à ce monde rural-là, il faut revoir les choses et définir quelles sont les responsabilités. Donc ça veut dire que vous appelez, vous, Anis Benjeloul, aujourd'hui, à réorienter toute la politique
en matière d'habitat, dans de le monde logement rural. dans le monde rural, Dans avec le monde une déclinaison rural, à la fois régionale et à la fois rurale. il faudrait qu'il y ait une approche régionale, voir les spécificités de chaque région, comment les douars sont construits, quels sont leurs besoins. Mais ça, on le sait, on a les cartographies précises qui ont été Comment faites au niveau des exactement, au niveau comment des ministères. ces douars sont construits, quels sont leurs besoins, quelles sont les routes d'accès, etc., et les moyens de transport, et quels sont les équipements nécessaires qui doivent être mis en place. Et ça doit pas être fait que dans un cadre d'un État souverain et fort, et il doit y avoir une approche, encore une fois, régionale. Et ce sont des choses qui peuvent se faire, et qui peuvent se faire, ça ne coûtera, il n'y a pas beaucoup de moyens à mettre en place, contrairement à ce qui est dit. Certains spécialistes et sismologues considèrent qu'en fait, cette région de la province de la House n'est pas plus sismique que le sud de l'Espagne, que le sud du Portugal ou le sud de la France. Au-delà. Et qu'en fait, la responsabilité aujourd'hui, en fait, c'est le séisme, d'ailleurs, on ne meurt pas d'un tremblement de terre, mais on meurt en fait suite à l'effondrement des constructions de l'habitat et des habitations. Ce sont des constructions qui sont vétustes, qui n'ont pas été construites selon les normes, et je pense que c'est à l'État, aux autorités locales, disons, qu'il s'agisse de communes ou qu'il s'agisse de délégations régionales, de voir quel est ce bâti-là, de conseiller, d'orienter et d'aider à la mise en place de meilleures constructions plus sécurisantes pour les populations qui sont sur place. Et le secteur privé, comme la FNPI, est-ce qu'il a aussi un rôle à jouer là-dessus? Le secteur privé ne peut dépendre que des directives, et des instructions et des lois émises par le gouvernement. Donc il est temps d'avoir, en mon sens, une approche régionale avec une intelligence locale et avec une bonne gouvernance et de bons dirigeants sur place. On ne peut pas laisser actuellement la direction des communes, etc., et de la régionalisation à des gens qui n'ont pas de compétences en matière d'habitat. Ça, c'est pas logique. Avec vous. Non seulement habitat, urbanisme, équipement, etc. Vous avez fait référence tout à l'heure au RPS 2000, donc le premier décret qui a été dédié à la construction parasismique. Oui. C'était en 2002. Exact. Ensuite, 2004, ça a été revisité. Exact. Le problème, c'est que depuis 2004, rien n'a été fait. Ouais. Voilà. Il faut se poser la question. Là-dessus. Et puis ce qui revient surtout, c'est une défaillance, selon des spécialistes et experts, c'est une défaillance au niveau des contrôles et du respect de la réglementation au niveau des normes sismiques et le fait qu'il y ait des bureaux de contrôle technique qui soient trop complaisants. Je suis désolé de revenir là-dessus. Le monde rural est un monde qui est à part. Il est indispensable d'avoir un regard constructif par rapport à ces populations-là. Il faut régler le problème en amont, il faut créer de l'activité économique, il faut créer des équipements, il faut créer des villages pilotes, il faut développer ces régions-là pour éviter... Mais tout ça va demander beaucoup de temps. Là, il y a l'immédiateté qu'il faut gérer. Oui, mais pour éviter que ces populations-là, en désespoir de cause, migrent vers les villes et que là, on soit obligé d'affronter cette problématique de migration par la création d'emplois urbains, par l'aide au logement dans le cadre... Urbaniser le monde rural, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a toute une réflexion aujourd'hui au lendemain du séisme. On peut développer le monde rural. Il y a différentes approches, il y a différentes propositions qui sont faites et qui peuvent être faites pour aller dans ce sens-là. Et c'est une nécessité absolue. La ministre de tutelle, ministre en charge de l'habitat, de la politique de la ville, a annoncé il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, apparemment, c'est sur le bureau du secrétaire général du gouvernement, toute une stratégie de relance du secteur du logement et de l'habitat en octroyant une aide directe aux primo-acquéreurs. Est-ce que là-dessus, vous êtes favorable, vous, à ce qu'elle ruralise, en tout cas, cette stratégie, qu'elle soit revue au vu de la catastrophe naturelle qui a frappé Marrakech et qui met en lumière aussi, et essentiellement d'ailleurs, le fait que c'est ceux qui ont perdu la vie et c'est ceux qui sont ensevelis aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un tremblement de terre qui a frappé des constructions qui n'ont pas pu faire face à la secousse sismique. Votre question a deux volets. Le premier volet concerne le développement du monde rural. Oui, il faut qu'il y ait une approche beaucoup plus, disons, intelligente et beaucoup plus dynamique par rapport au monde rural. Ça, c'est une nécessité absolue et ça devait être fait depuis bien longtemps. Et il y a eu des responsabilités dans ce sens-là. Qui a géré le monde rural? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que ces populations ont été livrées à elles-mêmes depuis bien longtemps? Et on savait... Mais vous qui êtes dans le secteur justement de l'habitat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de vision et de stratégie de politique publique dédiée pour le monde rural en matière de logement et d'habitat? S'il y en a eu, il n'y a pas eu d'effet direct sur le terrain. Et ça, on le constate. C'est-à-dire que ça ne s'est pas matérialisé par des actes concrets. S'il y en a eu, il n'y a pas eu de matérialisation. On sait parfaitement, et ce n'est pas uniquement la région du Haouz. Il y a des douars partout au niveau des régions rurales au Maroc, et il faut lutter contre ça.
il y a des moyens de le faire et qui ne coûtent pas cher. Pour revenir à l'aide directe qui va être accordée dans le cadre des logements sociaux et des logements de la classe moyenne par proposition de Madame la Ministre, ça fait 1 an qu'on attend la mise en place du décret. Ça, on l'a dit, on l'a apparemment, le décret est prêt. On le verra, mais je tiens à dire 2 mots là-dessus, sans rentrer dans les détails. Selon les échos que l'on a eus, mettre en place une politique de construction de logements sociaux à 300 000 dirhams TTC est, à mon sens, extrêmement difficile à réaliser au vu du contexte économique actuel, la cherté du foncier, la hausse des prix des matériaux de construction et la panoplie de taxes qu'il y a à payer pour le promoteur et qui sont au final supportées par l'acquéreur. Je ne parle pas des taxes ordinaires de TVA, IS, machin, etc. Je parle de toutes les taxes annexes qui constituent un poids considérable pour le secteur. Donc, je parle d'enregistrement, les 6 taxes de la conservation foncière, 6 ou 7 taxes, les différentes taxes des communes, les différentes taxes des régies, les différentes taxes des agences urbaines, de la protection civile, etc., qui ont un coût et qui sont au final supportés par l'acquéreur. Donc 300 000 dirhams TTC pour des logements sociaux. Pour vous, ce n'est pas possible, en tout cas pour les promoteurs du secteur privé. Pour la classe moyenne, entre 300 et 700 000 dirhams, ça aura un succès, on applaudit, c'est clair, mais ça n'aura pas un succès à l'intérieur des villes, ça sera des grandes agglomérations. En périphérie. Sauf que là, est-ce que selon vous, en tant que Anis Benjelloul et promoteur et en tant que vice-président de la FNPI, est-ce que vous n'appelez pas aujourd'hui à revoir cette stratégie au vu de ce qui vient de se produire, cette catastrophe naturelle aujourd'hui? Pourquoi pas où il y a, Pourquoi pas? Certainement, je pense qu'au niveau du monde rural, c'est clair qu'il faut vraiment se pencher sur cette problématique-là, qui est lourde de conséquences pour l'activité économique et pour la sécurité. Est-ce que la FNPI est prête à aller construire des logements sociaux plafonnés à 300 000 dirhams avec... Si on nous le propose, pourquoi pas? Il faudra étudier, mais vraiment étudier au cas par cas et voir ce qui est faisable. Je vous rappelle qu'il y a eu le Conseil national de l'habitat en 2018 et la FNPI a fait beaucoup de propositions, essentiellement pour le monde rural. Il y a eu une loi qui a été proposée par un ancien ministre de l'Habitat concernant le monde rural. Et on savait d'ores et déjà que ça n'allait avoir aucun impact. Faire des logements sociaux dans le monde rural, ce n'est pas la bonne approche. Il faut une approche régionale, faire des villages pilotes, voir intéresser les gens, leur donner un espace de vie, non seulement un logement, un espace de vie décent, avec tous les équipements nécessaires pour rehausser la qualité et pour obtenir plus de citoyenneté de ces populations qui sont en Deuxième round thématique avec vous, Anis Benjelloul. Deuxième round, territoires ruraux, quelle offre d'habitat rural possible? Justement là-dessus, au surlendemain de cette catastrophe, je rappelle juste quelques chiffres aussi, il y a plus de 100 000 personnes aujourd'hui, 100 000, qui n'ont plus de toit. C'est la région de Marrakech. Donc il faut reloger quasi immédiatement dans un premier temps. Et dans un second temps, que faire de celles et ceux qui ont les maisons qui se sont écroulées ou qui sont en tout cas inhabitables? Je pense que l'État... Et sociologer la population, c'est des gens qui ont des moyens financiers extrêmement limités. On l'a dit, on le répète, je pense que l'État a un rôle à jouer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une approche régionale. Nous, la Fédération n'est pas un élément législatif décideur, mais il doit y avoir une approche régionale, il doit y avoir une implication directe des autorités publiques et même régionales pour essayer de soulager les populations, chacune en fonction des... Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait inventer, en tout cas, ou réinventer un habitat rural? Parce que, par exemple, ces dernières années, on parlait de l'habitat social, promotion de l'habitat social avec le programme national de Alors l'habitat rural, logement. Est-ce que ça peut avoir du sens, Anis Benjelloul? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, il faut concevoir de nouveaux modes d'existence, de nouveaux villages, avec tous les équipements nécessaires pour permettre à ces populations-là de vivre de manière harmonieuse, dans des maisons sécurisées, c'est clair, répondant à des normes sismiques qui sont mises en place, et également avoir accès à toutes les infrastructures et à tous les équipements nécessaires pour une vie décente. Ça, c'est faisable. Est-ce que le secteur privé, entre autres, donc bien entendu, nous sommes prêts à collaborer là-dedans. Nous avons quitte à le faire pour une marge bénéficiaire qui soit quasiment faite. Mais les marges bénéficiaires, se dire c'est que je suis patriote aujourd'hui. Il y en a qui font des dons. Vous avez vu qu'il y a un fonds spécial dédié. Alors la Fédération nationale de la promotion concernant la province d'El Haoussa, en tout cas toutes les personnes démunies qui étaient déjà vulnérables, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus d'habitat, qui n'ont plus rien. Est-ce que Alors je vais vous donner une information qui est très importante. C'est qu'hier nous avons tenu une réunion au siège de la Fédération et nous avons invité de manière pressante l'ensemble de nos membres à contribuer activement à ce fonds-là, et ça va être fait. À l'instar de ce qui a été fait pour le fonds Covid, les promoteurs affiliés à la Fédération nationale des promoteurs immobiliers ont largement contribué à la période Covid, au fonds qui a été mis en place pour
disons, pour lutter contre les effets et induits. contribuer au soutien. Et là, les membres de la fédération vont contribuer financièrement et par tous les autres moyens au fonds qui a été dédié à ce. En tout cas, donc vous dites que l'habitat rural, c'est possible. Dans le monde rural, d'avoir des habitations, c'est quoi plutôt du R+2, R+3? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on a sur les hauts coteaux de l'Atlas, terrain je pense que c'est des populations. abîmé. Je pense que c'est des populations rurales. Ça dépend des régions. Il faut faire une approche régionale. Et ce sont des populations qui travaillent dans le monde agricole. Aller dans la verticalité ne semble pas être une solution optimale. Selon moi, il faudrait créer des petits îlots de 200, 300, 400 mètres, et monter les structures en bâtiment qui soient solides et donner ça aux populations locales qui puissent terminer pour avoir tout leur bétail à côté, etc., et qui puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes dans l'agriculture ou dans Sauf que très souvent, on se plaint d'ailleurs depuis des années, on parlait de 3F, le foncier et le financement. Donc Oui. Là, le foncier doit exister dans le monde rural. Le foncier doit exister, c'est clair. L'usifruit essentiellement, c'est le foncier tribal, donc de tribus. Donc il faudrait partir sur des titres, des fonciers qui soient titrés. On peut créer ça peut se faire. Oui. Il suffit d'avoir une bonne volonté et aussi beaucoup d'esprit novateur et d'y arriver. Et le coût, je vous rassure, le coût n'est pas élevé. Mais il ne faut pas créer uniquement l'habitat pour l'habitat. C'est tout un environnement qui. L'habitat rural, certains considèrent qu'on peut le faire autour de 60 000, 70 000 dirhams. Je pense que c'est à peu près jouable comme modèle économique. Est-ce que vous confirmez? Je pense que oui, il faut un maximum de 100 000 dirhams avec tous les équipements qu'il y a à faire. Je pense que ça va être le coût. Et franchement, ça vaut le coup de le faire. Donc orienter la prime directe pour les primo-acquéreurs. C'est même pas. Pour le monde rural, pour essayer de. Je pense que donner une prime à ces populations-là, peut-être n'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il faut. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans le cas de la crise actuelle, c'est clair qu'il faut les aider financièrement. On est tout à fait d'accord. Mais leur créer un espace de vie avec disons, un environnement favorable et des constructions solides, je pense qu'il doit y avoir une collaboration peut-être publique-privée ou bien publique. Le Omran, pourquoi pas, pourrait faire ça, réquisitionner du foncier et mettre en place des structures. Quand vous dites des constructions solides, c'est quoi les constructions solides? Qui répondent aux normes. Spécificité de cette région-là. Qui répondent aux normes sismiques. C'est de la terre cuite et de béton armé. Même avec du béton armé, on avait des habitations qui se sont écroulées. Oui, est-ce que le béton était bien dosé? Est-ce que la structure en ferraillage était bien faite? Donc il faut qu'il y ait quand même au niveau des communes des ingénieurs en béton qualifiés et des architectes qualifiés et toute une structure derrière pour aider ces populations-là à mettre en place ce genre de construction. Donc vous dites, Anis Benjeloul, aujourd'hui, sur le ring, l'ODJ TV Radio, c'est possible de fabriquer, de construire en tout cas un habitat rural autour de 100 000 dirhams. Oui. Équipement compris, oui, mais pas quelque chose qui puisse répondre aux aspirations et demandes des populations. Mais un logement à 100 000 dirhams, si dans une région avec un risque et une menace sismique qualifié de modéré par les sismologues, vous dites que c'est possible. Ça va. Je pense que oui. C'est possible, ça va tenir. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, pourquoi pas. Regardez le Japon, ils construisent des bâtiments, des tours très élevés. C'est une zone sismique qui est très importante. Oui, mais ce n'est pas une région, pas sur les régions très montagneuses, oui, mais comme on peut l'avoir aujourd'hui au niveau de l'Atlas. Ouais. Mais bon, c'est faisable, tout est faisable. Si on va vers la hauteur et si on a des constructions solides avec des coefficients bien étudiés et avec des calculs bien faits, ça peut se faire. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, toujours pas de contact avec l'exécutif, avec le ministère de tutelle là-dessus pour essayer de créer un partenariat public-privé pour reloger. C'est l'onde de choc de cette catastrophe qui a touché notre pays. Et bon, c'est clair que tout l'exécutif et tout le législatif est un petit peu, disons, pris dans le sens de sauver ce qui peut l'être, ce qui reste à faire. En tout cas, vous dites, en tout cas, c'est possible de construire des logements, un habitat rural à 100 000 dirhams qui peut résister à une éventuelle future menace sismique. Je pense que oui. Troisième round, Anis Benjeloul avec vous, indemnité post-séisme. Oui. Vous l'avez vu comme moi, vous l'avez entendu comme moi, le chef de gouvernement, première commission interministérielle justement qui a été organisée au surlendemain du tremblement de terre. Est-ce que ça peut constituer un effet de levier pour le secteur immobilier? Alors ça, sachant que pour l'instant, il n'y a pas le montant qui a été annoncé, il n'y a pas le nombre de personnes non plus éligibles. C'est à l'État de éligibles. décider ce qu'il veut faire, mais je pense que la priorité des priorités, c'est de venir en aide aux populations sinistrées. Il faut effectivement leur assurer un revenu, un minimum vital, parce que c'est ces gens-là qui ont tout perdu. Il faut aussi leur assurer un toit, ne serait-ce que transitoire ou temporaire, et il faut effectivement pallier de manière rapide à leurs besoins.
Et dans ce sens-là, moi je pense, encore une fois je le répète, mais c'est peut-être un peu, mais il faut le faire, il faut le répéter, il faut qu'il y ait une approche régionale avec une intelligence bien présente et avec franchement une bonne gouvernance pour essayer de trouver des alternatives rapides à mettre en place, et c'est faisable par rapport à ces populations qui sont sinistrées. Indemnité, qui dit indemnité, dit de l'argent en fait. Hein. C'est de l'argent qui va être distribué à celles qui ont perdu leur toit. Dans les médias, oui. Dans les médias, oui. Il faut subvenir à leurs besoins vitaux, il faut les aider de toutes les manières qu'on peut, ça c'est clair. Et je rappelle que la Fédération, très honnêtement, c'est un point qui est important, c'est qu'on a sollicité nos membres et ils vont répondre, comme ça a été fait pour le Covid-19. Ça, c'est pas un don. Et ça va être un don. Et peut-être qu'on a besoin des promoteurs immobiliers aujourd'hui, qu'ils soient membres de la FNPI ou pas, pour aider à la reconstruction. Oui, on est prêt. Cette reconstruction, oui. On est prêt. On vous a sollicité valeur aujourd'hui ou pas encore? Non, pas encore. Non. Si demain vous sollicitez, on nous a demandé s'il y avait des logements sociaux qui étaient prêts au niveau de la région de Marrakech. On a contacté les promoteurs pour voir si effectivement il leur reste un stock et pour le mettre à disposition des autorités publiques. Gracieusement. Gracieusement. Gracieusement, je n'en sais rien. Ceux qui ont perdu leur toit et leur maison en terre cuite, n'ont plus de toit, n'ont plus rien. Donc si demain, parce qu'ils vont devoir migrer en ville, c'est ça, pour les logements sociaux ou en périphérie de Marrakech, c'est ça qui leur serait proposé comme alternative? Il faut étudier au cas par cas. Qu'est-ce que les gens veulent? Voyez, vous ne pouvez pas non plus arracher une population à ses terres ancestrales et à son mode de vie qui est là et à son lopin de terre pour lui dire de venir migrer vers les villes. Au contraire, moi je pense que la population doit être répartie sur l'ensemble du territoire et qu'il y ait des grandes mégapoles. Ce n'est pas forcément la bonne solution pour le Maroc. Hein. En tout cas, vous avez sollicité, vous, les promoteurs immobiliers de la région de Marrakech qui disposent d'un stock de logements sociaux. C'est la question qui nous a été posée. Ça, c'est la question qui nous a été posée. Ça a été posée de voir si effectivement il y avait des stocks de logements qui étaient disponibles. En tout cas, vous n'avez toujours pas de réponse, c'est savoir si ça allait être fait gratuitement ou si ça allait être payant. Non, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Le secteur de l'immobilier, depuis des mois, voire des années, atone, en difficulté, n'est plus grosse moteur de croissance. Très, très grosse difficulté. Plusieurs chiffres qui sont intéressants, très importants à être mis en place, à être rappelés. Baisse d'activité 50%, baisse des demandes de crédit pour la promotion d'immobilier 50%, baisse des crédits bancaires pour les acquéreurs, parce que les banques sont extrêmement regardantes par rapport aux acquéreurs, au vu de l'inflation qui a repris et qui est devenue galopante. Donc, etc. Avec tout ça, malheureusement, on affronte une administration qui est extrêmement regardante et qui est... Est-ce que vous espérez, Agnès Bengelloul, et qui est bloquante. Est-ce que vous espérez, au lieu de relancer le secteur et de faciliter la tâche aux investisseurs, on est là en train de pinailler sur des détails au niveau des plans. Est-ce que ça peut se détendre avec ce qui vient de se passer? Concernant la reconstruction, habitat, logement, est-ce que ce qui vient de se passer, je ne vais pas dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais est-ce que ça peut donner un coup de fouet au secteur? Il s'agit aux plus hautes autorités politiques de l'État de donner des instructions pour faciliter la tâche aux gens. On ne peut pas rester sur un modèle d'affrontement entre le public, entre l'investisseur et l'administration. Parce que c'est actuellement le cas. Il faudrait quand même qu'il y ait une collaboration, une synergie et faciliter la tâche à l'investisseur pour la création d'emplois et pour le développement économique. Est-ce que les promoteurs immobiliers sont prêts demain à aller délocaliser leur activité pour construire des logements dans le monde rural? Si on Parce que propose beaucoup ça, considèrent que les promoteurs immobiliers, c'est l'urbain qui les intéresse, le périurbain, mais pas forcément le rural. C'est ce qui nous est proposé. C'est ce qui nous est proposé. Nous, on est en aval, on n'est pas en amont. On n'est pas au centre des décisions. Je vous rappelle que le Conseil national de l'habitat qui a eu lieu en 2018, on a fait part d'un certain nombre de propositions. Il y a eu un document qui a été remis dont on n'a pas tenu compte. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait ce qu'on peut, parce qu'on est sur le terrain, on est critique, et on donne des alternatives qui ne sont pas prises en compte. Essentiellement pour le monde rural. Le monde rural, on en parlait depuis 2018. Et je vous invite à revoir les recommandations de la Fédération pour faire des villages ruraux, des villages témoins, pour faire des villages pilotes, pour essayer de développer un petit peu et d'essayer d'améliorer le sort de ces populations. Précédemment, je crois que lors du premier round, vous disiez, en tout cas, le logement social plafonne à 300 000 dirhams, avec une prime directe aux primo-acquéreurs. Mais pour nous, c'est pas rentable, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. C'est à perte. Mais en même temps, c'est à perte. Si demain on vous dit, voilà, il y a une opportunité, une fenêtre de tir, de construction, de reconstruction de logements dans le monde rural, est-ce que vous allez dire aussi la même chose? Vous allez prendre votre machine à calculer pour dire, ça passe ou ça passe pas? Ben oui. Écoutez, à 300 000 dirhams, le promoteur est perdant, TTC. Ça, on a travaillé avec livre ouvert, avec les autorités publiques, le ministère. On a décortiqué tous les coûts de tous les intrants. Vous voyez, tous les intrants, toutes les taxes, machin, c'est irréalisable. Donc, avant de donner une aide aux acquéreurs, il faut réfléchir à la faisabilité de la chose. Si on nous propose de réaliser des logements
dans le monde rural, avec des marges ne serait-ce que minimes, au moins qu'on ne perde pas d'argent, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à le faire. Vous comprenez? Vous pensez, vous êtes sûr? Je suis que certain. les promoteurs immobiliers pourraient se diriger vers le monde rural? Je suis certain, pourquoi pas? Parce que quelle est la différence entre construire à cet endroit ou à l'autre? Pas du tout, il y a des entreprises, parce que le promoteur immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise des plans, il sous-traite avec des entreprises qui sont capables d'aller dans n'importe quelle région du royaume. Il se pourrait, je ne suis pas devin, il se pourrait que demain, justement, le secteur de l'immobilier pourrait connaître un virage en matière de stratégie. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il n'y a pas que la province de House, il y a aussi d'autres contrées rurales à travers le pays. Je pense qu'il faut que la priorité au niveau de l'habitat va être donnée au rural. Il faut régionaliser, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il ne s'agit pas de changer de cap du jour au lendemain. Il s'agit d'affronter le problème dans sa globalité. Une catastrophe humaine. On est tout à fait d'accord. La politique en matière d'habitat soit réajustée assez rapidement. On est tout à fait d'accord. Mais il faut aussi qu'il y ait une approche globale. C'est pas parce que il y a eu un gros problème, c'est clair, c'est un problème monstrueux, etc., phénoménal. Il faut l'affronter sans délaisser le reste. Et ça, on peut le faire. Mais il faut toujours des priorités. Il y a des priorités. Quand on est dans un bilan où il y a quasiment 3000 morts, plus de 2700 blessés, on est tout à fait il y a encore des centaines de personnes qui seraient enfouies sous les décombres. Donc on dit voilà, il faut agir et réagir. On peut affronter les deux problématiques en même temps. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est que l'État, l'administration soit souple. Il faut qu'elle voie l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est quoi? C'est de créer de l'activité économique. Et quand vous avez des dossiers en instruction depuis 6 mois, 1 an et demi au niveau des administrations, c'est pas normal. Quand il y a des blocages pour des autorisations de construire, pour tel et tel document, etc., pour tel et tel... Non, il faut faciliter la tâche. Dernière question, si demain la décision est prise par l'exécutif, le gouvernement en place, c'est la mise de tutelle, de donner la priorité du logement et de l'habitat au monde rural? On est partant. Si le privé peut faire quelque chose, nous sommes partants. Quel que soit le coût? Quel que soit le coût, bien entendu. Quelle que soit la marge? Quelle que soit la marge, mais il ne faut pas qu'on perde d'argent, ça c'est clair. On n'est pas, disons, de l'autorité publique, mais s'il y a des marges qui sont minimes, etc., dans l'intérêt national, on est prêt à y aller, il n'y a pas de souci. Moi-même, moi le premier. Vous êtes déjà candidat pour construire du logement rural et non pas du logement social? Si on nous fait des propositions concrètes dans ce sens-là, et on discute avec les autorités pour voir ce qui pourrait être adapté et ce qui pourrait être fait, bien au contraire. Et encore une fois, je m'excuse, mais j'insiste là-dessus, il faut qu'il y ait une approche régionale. C'est-à-dire que la solution qu'on va adopter pour l'Arab ne sera pas la même solution qu'on va adopter pour Sfro ou pour le Haouz ou pour d'autres régions. Pas une démarche modélisable en fait. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut, au cas par cas, faire un projet de village pilote ou bien de relogement dans le monde rural et vraiment au cas par cas et étudier les choses et pour pouvoir développer ça. Si demain, ce sera ma dernière question, mais si demain donc l'habitat rural est priorisé et non plus l'habitat social ou la classe moyenne nous travaillons dans l'intérêt national. Nous travaillons dans l'intérêt national. Est-ce que ça peut donner un coup de fouet? Est-ce que ça peut refaire démarrer le secteur de l'immobilier? Il faut créer de l'activité. Il faut faire travailler les gens, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle région du Maroc. Il faut vraiment créer de l'activité. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que ces populations rurales qui sont sinistrées actuellement, et au vu de la sécheresse qu'il y a, donc elles migrent vers les villes pour trouver du travail. Et maintenant, même au niveau des chantiers qui constituaient pour eux un revenu, ou le travail dans les bâtiments qui constituait un revenu supplémentaire, l'activité a été réduite de 50%. Alors, on ne peut pas rester comme ça. Il faut franchement relancer le secteur. Le ciment, par exemple, on est à 10 millions de tonnes, 10-11 millions de tonnes de production, sur une capacité de 21-22 millions de tonnes. Ce n'est pas logique. Alors que la demande existe, il faut créer de l'activité pour que les gens travaillent et pour vraiment stabiliser. En tout cas, vous êtes face à un chantier, vous, en tant qu'acteur privé, en tout cas du secteur de l'immobilier, de l'habitat, c'est que la reconstruction va démarrer. Espérons-le, mais espérons que ça se fasse dans de bonnes conditions, avec une excellente gouvernance et avec une vision à très long terme et loin de toute politique politicienne et de tout populisme. Il faut vraiment agir dans l'intérêt du citoyen et voir la pérennité de la chose. Il ne faut pas uniquement se contenter de faire un projet pour passer à la télévision, etc. Non, il faut vraiment voir l'intérêt du citoyen, où qu'il soit dans le monde rural ou dans le monde urbain, et pour une politique pérenne et une vision sur des centaines d'années. Ben oui. Quand vous faites un plan d'aménagement, il faut réfléchir sur 2, 3, 4 générations. Vous ne faites pas un plan d'aménagement pour 5-10 ans et une vision urbanistique. Il ne faut pas raisonner en années, mais raisonner en siècles. Pourquoi pas? Regardez l'avenue Mohamed V sur Rabat. Donc elle a été conçue il y a combien de temps? Elle est toujours viable parce qu'effectivement, la voie a été large, bien conçue, les bâtiments bien... Il faut avoir une vision pareille. Il ne faut pas vraiment avoir de vision à court-termiste.
Même quand on est pris dans l'urgence comme nous le sommes aujourd'hui. Pourquoi pas, ça peut se faire. Parce que les choses... S'il y a une bonne intelligence, s'il y a d'excellentes compétences pour programmer ça et pour voir ça, tout peut être fait. Merci infiniment Merci à vous, Anis merci de m'avoir invité. Avec plaisir, c'était toujours un plaisir d'avoir accepté notre invitation, d'avoir avec mis les gants, d'avoir... Ouais, bon, j'ai boxé un petit peu. Ouais. J'ai une santé qui est un petit peu défaillante, mais j'ai essayé de... Il reste encore de l'énergie en tout cas. Un petit peu. Merci en tout cas infiniment à vous Anis Benjelloul. Je rappelle vice-président de la FNPI, la Fédération nationale de la promotion immobilière. Merci Serge.